Alors, le REFAD tient à remercier Patrimoine canadien et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Des remerciements tout particuliers à nos présentateurs, Mme Anger et M. Roy, tous deux du Service national du récit de la formation à distance, et Mme Poirier du ministère de l'Éducation du Québec. L'atelier d'aujourd'hui est intitulé Outils conçus pour le récit FAD, pour l'enseignement et l'apprentissage à distance, et présentation du récit. Alors, sans plus tarder, Madame Anger, à vous la parole. Alors, merci, Monsieur Grégoire. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je remercie Réfad et Monsieur Grégoire pour l'invitation. Alors, c'est pour nous une deuxième occasion de vous présenter un atelier sur ce que nous faisons au récit. L'année passée, on a présenté en mai dernier des plugins Moodle. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Tandis qu'il y a 3 ans, mais nous assistions au tout début pour notre première année d'existence au récit national de la formation à distance à ce colloque-là qui était lieu à Montréal. Donc, ça fait un plaisir de vous connaître parce qu'on ne connaissait pas qu'est-ce que c'était le REFAD avant justement de faire partie du Service national récit formation à distance. Je vais vous placer dans le clavardage à l'instant le lien de notre présentation d'aujourd'hui et je vais de ce pas vous partager mon écran. Alors, confirmez-moi s'il vous plaît que vous voyez la diapo de présentation. Merci. Alors, je me place en mode voilà plein écran pour vous présenter le tout. Alors, on est aujourd'hui 3 personnes du récit, donc Jennifer Poirier de la coordination du récit, de même que mon collègue Étienne Roy du récit FAD, à vous présenter quels sont les projets qui sont actuellement mis en place dans le but d'outiller les milieux scolaires. On sait très bien qu'on vit tous la même chose au Canada, que l'apprentissage à distance n'était pas nécessairement très avancé au Québec comparé à certaines autres provinces. Donc, on a eu à travailler très, très fort pour répondre à la demande, aux besoins immédiats que l'on vit suite à la pandémie. Alors, on est aujourd'hui 3 pour vous présenter le récit et qu'est-ce que le récit de la formation à distance. Mes collègues vont interagir également, puis je les invite à commenter dans le clavardage et à faire les liens avec moi. Vous avez à l'écran le lien de la présentation, donc monurl.ca /récifad, REFAD 21. Donc, je vous laisse quelques instants pour y avoir accès. Très bien. Et de ce pas, je vais à cette diapo-là. C'est une citation de Marc Lévy pour ceux et celles qui le connaissent. Alors, on dit ainsi, il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis, pourquoi pas? C'est une citation qui inspire beaucoup le récit FAD et je suis convaincue qu'elle inspire également une grande quantité d'animateurs récits. Jennifer, tu pourras nous le confirmer parce qu'au récit, on va vous le démontrer, nous sommes des gens créatifs, nous sommes des gens innovateurs. Alors, cette citation-là là, est tout indiquée parce que souvent, on a une petite idée, on se dit, ah, il me semble que ça serait plaisant si on pouvait faire telle chose. Et on a ce souci-là de tenter d'aller vers la réponse à ce besoin-là. Mes collègues, donc Jennifer, Étienne et moi-même, que M. Grégoire avait très, très bien décrit. Alors, je pense que je n'ajouterai pas davantage d'informations à ce sujet-là, à moins que mes collègues veulent le faire. Ça vous va? Et je débute par une petite activité interactive où je vous suggère ici de vous rendre à wiclap.com /récifad4. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous connaissez du récit? Bon, j'en ai dit un petit peu déjà. Peut-être qu'il y en a des gens parmi vous qui étaient présents l'an passé ou encore il y a 3 ans à Montréal lorsque notre coordonnateur de l'époque, M. Éric Roy, avait présenté une portion du récit, des mandats du récit. Donc, peut-être que vous connaissez un peu ce qui est le récit. Je vais partager cet écran-là. Et je vais le lancer à l'instant, voilà. Alors, je vous invite à me dire, qu'est-ce que vous connaissez du récit? 1 mot, 2 mots, 3 mots? Qu'est-ce qu'on représente pour vous?
Quelles sont nos actions? Quels sont nos mandats? Je vous laisse le temps de vous brancher. Si je vous partage celui-ci, est-ce que vous voyez en temps réel, s'il vous plaît, confirmez-moi? Oui. Donc, vous voyez en temps réel les ajouts. Donc, on nous mentionne ici 200 conseillers pédagogiques, des technopédagogues, développement de cours, valeur de partage, intéressant, ministère, tout à fait. Reptique, d'accord, scolaire, nombre incalculable de ressources, optimisation d'outils, accompagnement, effectivement, oui. Je vous laisse encore quelques secondes. Vous pouvez également faire des petits cœurs, des petits likes sur des publications qui sont déjà, qui vous interpellent déjà. Validation de contenu, optimisation, compétences numériques. Alors, Wiclap, j'en profite pour vous le mentionner, est un outil intéressant qui nous permet justement de voir rapidement des idées, des réponses et je peux afficher autrement. Donc, je peux afficher la grille de cette façon-ci. Donc, c'est peut-être aussi intéressant pour faire des regroupements d'idées pour ceux et celles qui ne connaissaient pas cet outil où je peux revenir en affichage nuage de mots tel qu'il est là. Bien, alors je cesse ici et je retourne à notre présentation. Vous pourrez continuer au fur et à mesure, si vous souhaitez, nous ajouter d'autres éléments. Pouvez-vous me confirmer que je suis de retour à la présentation? Merci. Alors, vous aviez des bons points. Je cède maintenant ma place à ma collègue Jennifer, la dynamique Jennifer, qui va vous parler plus en détail de qu'est-ce que le récit. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas pris la parole encore. C'est un plaisir d'être là avec Nathalie et Étienne aujourd'hui. Bonjour à tous les participants. En effet, ce que vous avez écrit, il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient le récit, c'est ce que je comprends. Donc, rapidement, le récit se sépare en trois grandes sections, si on veut dire. On a c'est des humains, d'abord, j'ai le goût de le dire comme ça, c'est des humains. Donc, 70 services locaux à la formation générale des jeunes. Donc, pourquoi locaux? Parce qu'on est dans les CSS et dans les CS, dans les centres de services scolaires et les commissions scolaires, pour accompagner vraiment les enseignants en classe. On va les former, les accompagner, les soutenir. On a 18 services régionaux à la formation générale des adultes. On les appelle régionaux parce qu'ils sont par région. Donc, on en a dans les 17 régions du Québec qui vont accompagner cette clientèle-là. Et on a 14 services nationaux qui assurent un soutien particulier par discipline et par clientèle. Alors, on parle d'éducation préscolaire, d'adaptation scolaire et on va parler des différentes disciplines, tant maths, sciences, technologies, que les langues, que du développement de la personne, etc. Donc, nos grands nationaux qui viennent couvrir, former, innover, développer au service, évidemment, de l'éducation, au service de nos locaux, de nos régionaux et évidemment, tout le temps, pour le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies. Ça fait combien de personnes, combien d'êtres humains? Plus de 240 personnes et on a la chance d'être distribués partout au Québec. Et grâce au plan d'action numérique qui a été lancé il y a 2 ans, on a presque, je vous dirais presque triplé notre équipe, notre réseau de gens passionnés. On a un site, évidemment, internet récit.qc.ca où on dépose différentes ressources où vous allez trouver justement le bottin avec toutes ces personnes passionnées-là. On a une infolette mensuelle. Donc, si vous voulez vous abonner, vous allez sur notre site web. Et une des forces du récit, c'est son réseau, c'est son réseautage aussi. Donc, on rayonne, on publie, tant sur Twitter, Facebook, Instagram. On a une chaîne YouTube que LinkedIn, sur laquelle on est de plus en plus présent, puisque, j'aime ça le dire comme ça, on est tellement plus intelligent à plusieurs. Maintenant, on ne peut plus être intelligent tout seul. Donc, on a la chance maintenant d'être très réseauté, de s'inspirer et d'inspirer le réseau de l'éducation. Je vous ai parlé du récit, on vous a parlé de notre réseau de 240 personnes, donc à gauche, en haut, sur l'infographie,
c'est notre acronyme, le Réseau pour le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies. Donc, plus de 245 personnes pour accompagner, mais aussi, depuis 2 ans, juste en bas de l'infographie à droite, on a notre nouveau bébé, campusrécit.qc.ca, plateforme sur laquelle Moodle, on dépose notre expertise sous forme de formation en ligne gratuite, ouverte à la planète. Donc, en construction depuis 2 ans. Donc, les différents récits vont déposer des formations de toutes sortes. Et à la prochaine diapo, j'en ai répertorié quelques-unes. Donc, maintenant, plus de 108 formations pour tous qui sont offertes. Et si on clique, on va voir les formations. J'en ai répertorié 4 pour vous montrer un peu toute la diversité. Donc, on en a une nouvelle qui vient d'arriver, qui vient d'être créée sur les bases de l'éducation à la sexualité. On touche aussi maths, sciences et techno, Tinkercad circuit. Une formation en ligne sur comment enseigner en ligne en univers social au primaire. S'organiser et garder des traces avec OneNote, par exemple. Class Notebook, comment offrir de la différenciation pédagogique et de la rétroaction à nos élèves. Donc, on en a 4 ici en vedette, mais on en a plus de 108 et plus d'une centaine sont cachés et en développement. Et donc, dès le printemps, on devra avoir du nouveau sur notre plateforme. Donc, allez visiter Campus Récit pour votre développement professionnel. Je parle des missions on pourrait mettre la plateforme d'ailleurs dans le clavardage de Campus Récit. Les missions de badge, on peut cliquer, là, je pense qu'il y avait une animation, Nathalie, ou je ne sais pas si Étienne qui clique. Vous connaissez les badges, j'avais entendu parler des badges. En fond, le badge, c'est une micro-accréditation. Donc, on offre un badge, c'est une mini-certification qu'on offre à nos participants, nos apprenants qui viennent sur Campus Récit. Et il y a différents degrés de badge. Donc, vous voyez, si on clique encore, on a près de 6800 badges qui ont été offertes, qui ont été remises à nos participants. Évidemment, l'implication va être différente selon le cours. On peut être en découverte, on peut être en appropriation, en conception, en expérimentation, en contribution ou simplement en participation. Les degrés sont divers d'investissement en temps. Mais on a aussi un nouveau badge. Je voulais en parler rapidement. Puis je le lis dans mon... je veux le faire parce que je le mets tout de suite dans le clavardage. On veut aussi, avec notre tout nouveau badge collaboration, donner la vedette à nos enseignants et à nos CP. On a des enseignants des CP tellement innovateurs, tellement brillants, qu'on veut leur donner la vedette. Puis c'est grâce à eux qu'on peut innover, qu'on peut essayer des choses. Donc, on a un nouveau badge. Donc, on fait rayonner nos différents partenaires hors récit. Donc, voilà pour les badges de Campus Récit. Depuis la pandémie, même avant, on a accéléré la production et l'offre de webinaires pour répondre aux besoins des gens pour l'apprentissage et l'enseignement en ligne. Donc, depuis la pandémie, lors de la pandémie, on a offert une 50aine de webinaires, mais depuis le mois d'août, on savait qu'on avait un début de rentrée plutôt particulier, une période assez exceptionnelle. Donc, si on clique, je pense qu'on a la prochaine... donc, plus de 105 webinaires ont été offerts. Puis, je vous ai sorti quelques thèmes parce qu'on touche un petit peu de tout. Donc, ce qui s'en vient en février, je pourrais vous mettre le lien, là, je l'ai ici, de notre calendrier qui est en construction, hein, parce qu'on s'ajuste. On voit les besoins, je viens de le mettre dans le clavardage, on voit les besoins des apprenants, des enseignants. Donc, on y va sur mesure aussi. Mais rapidement, là, au mois de février, on a un webinaire qui s'appelle « Ressources inspirantes pour faciliter l'enseignement-apprentissage ». On a un webinaire sur un recueil de mes coups de cœur en lecture pour quand on est à distance. La réalité virtuelle pour écrire, comment ça peut m'aider comme auteur? En maths, sciences et techno, un espace créatif virtuel où je peux aller créer avec les conseillers pédagogiques du récit. On a un autre qui s'appelle « Créer des affiches avec Canva, une application d'infographie », etc. Donc, des webinaires qu'on offre, plus de 105, et ça se poursuit. Donc, toute l'expertise qui est offerte pour vous, gratuitement, selon un calendrier. Vous n'avez qu'à aller visiter le calendrier et partager la bonne nouvelle. Est-ce que c'est moi qui continue? Oui, je te laisse poursuivre. Pourquoi pas? Tu es bien parti. Oh oui, c'est vrai. Bon, ben, oui, tout va bien. Je vous parlais de récits locaux tantôt. Ben, nos récits locaux dont je vous parlais, les 70 tantôt, ben, on assure vraiment un suivi, un accompagnement, une formation au niveau de l'organisation scolaire, du CSS, de l'ACS, donc support, accompagnement, de la formation. Évidemment, de la veille, hein, je vous disais qu'on est plus intelligent plusieurs, mais il faut aller s'inspirer, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est une force de notre réseau. Évidemment, collaboration à l'interne. On s'appelle un réseau
parce qu'on est réseauté, parce qu'on a besoin des uns des autres. Donc, on a vraiment une structure de coordination aussi où on se nourrit mutuellement par divers événements en présence et en virtuel. On est des facilitateurs, les locaux sont des facilitateurs de projets. Ce sont nos locaux. Nos nationaux, je vous en parlais tantôt, nos nationaux, ils sont plus, c'est plus une expertise didactique qui vont inclure une clientèle ou une discipline, je vous en parlais tantôt. On est très, très fort dans la création de ressources éducatives numériques. Puis notre force, notre plus-value, c'est que nous, on produit, on crée en Creative Commons. Donc, c'est libre, c'est remixable, c'est transformable. Vous l'utilisez, vous le mettez à votre couleur. Les enseignants peuvent transformer, le prendre tel quel, prendre des morceaux. C'est la force vraiment du récit, ça fait partie de nos valeurs. Je vous parlais de veille, évidemment. On est des innovateurs. Tout ce qui est réalité virtuelle, ludification, jeux sérieux, programmation, impression 3D, jeux d'évasion, évidemment, formation à distance. Je pense qu'on est des innovateurs. On est des partenaires aussi. On n'est pas qu'entre nous. On travaille vraiment avec plusieurs institutions culturelles, plusieurs chercheurs et plein de CP disciplinaires qui sont extrêmement précieux. Évidemment, on a un nouveau service de formation à distance qui est extrêmement actif et extrêmement précieux dans le contexte qu'on vit là. Alors, voilà. Et je vous laisserai la parole parce que ce sont vous les experts. Merci, Jennifer. Alors, c'est ce qu'on dit de nous, qu'on serait des spécialistes de l'apprentissage à distance et de l'apprentissage hybride. En fait, moi, je me plais souvent à dire on a une petite longueur d'avance que certaines autres. On est toujours là en apprentissage, comme Jennifer le mentionnait lors de sa présentation. On est toujours là pour apprendre. Alors, j'enchaîne. Au Service national du récit de la formation à distance, nous sommes actuellement 8 personnes dans cette équipe. Les 4 sur la rangée supérieure sont celles qui sont en place depuis la création du récit FAD en novembre 2018. Et nous avons la chance d'avoir jusqu'au 30 juin prochain, 4 collègues qui se sont joints à nous et justement prêté main forte avec tout ce qu'on a à mettre en place pour répondre aux besoins du milieu actuel. Je veux juste vous faire remarquer, nous avons également dans notre équipe un analyste, un ingénieur informatique. Donc, l'an passé, ceux et celles qui ont assisté à notre présentation où on présentait Moodle et les outils technologiques qu'on a conçus pour Moodle dans le but d'en agrémenter, de faire en sorte d'augmenter l'expérience utilisateur, tant pour l'enseignant, le concepteur de cours que l'apprenant. C'est entre autres à cause de Gustavo, notre magicien, qui réussit à mettre vraiment, vraiment techniquement toutes nos idées farfelues, nos projets là, pour améliorer l'utilisation de Moodle. D'où vient le récit FAD? En fait, vous connaissez sans doute le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur qui a été mis en place il y a quelques années. À l'intérieur de ce projet-là, de ce plan d'action-là, il y avait différents paliers, on va le dire ainsi. L'orientation 2 qui nous mettait face au fait qu'il fallait exploiter le numérique comme vecteur ajouté dans l'enseignement. Et il y avait l'axe 5 qui ouvrait la porte à la formation à distance. Cependant, au Québec, contrairement à d'autres provinces au Canada, la formation à distance au secteur des jeunes n'était pas autorisée. Ça prenait une modification au projet de loi dans le but de former ou de mettre en place un projet pilote en formation à distance au secteur des jeunes. Donc, c'est ce qui s'est passé au cours des dernières années. Et de là, suite au plan d'action numérique, la modification de la loi et la mise en place de ce projet pilote-là, est né le Service national du récit de la formation à distance. Ce projet de loi-là permettait la mise en place du projet pilote au secteur jeune pour des clientèles qui étaient ciblées. Donc, c'est un projet pilote, donc ce n'est pas ouvert à l'ensemble de la province, toute clientèle confondue, mais il y avait certains éléments qui avaient été mis en relief, comme quoi que cette clientèle-là était une clientèle qui pourrait sûrement retirer des avantages de la formation à distance ou d'un enseignement à distance. Entre autres, on les a listés ici, les enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, les élèves qui sont en classe multiniveau, les élèves dispersés géographiquement, les élèves hospitalisés ou en convalescence, nos sportifs de haut niveau qui sont 3 ou 4 mois en Floride pour pratiquer le tennis ou encore nos artistes qui sont en tournage d'une télésérie, qui sont absents 3/4 du temps, ils sont une journée
ou 2 par mois en classe. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y avait une clientèle intéressante pour mettre en place ce projet pilote-là. Et on avait également souligné le fait qu'il pouvait y avoir peut-être des enfants qui pouvaient bénéficier du projet pilote pour des robots de téléprésence ou encore des clientèles qui nécessitent un enseignement avec une fréquence très, très élevée. On pense ici à l'apprentissage du braille. Ça fait partie comment dire, d'équipe du grand projet pilote, de petite équipe là, du grand projet pilote. Je pense rapidement, puisque ce projet pilote-là, bien, avec la FAD, avec la pandémie que l'on vit actuellement, excusez-moi, avec la pandémie que l'on vit actuellement, bien, le projet pilote, la formation à distance, on en vit actuellement au Québec à la grandeur de la province. Donc, il y a eu le décret qu'on a connu dans les derniers mois qui a permis d'aller beaucoup plus rapidement dans l'expérimentation dans la FAD. Avant d'aller en ce sens, je vous présente quels sont les mandats du Récifad, les mandats de notre équipe. Nous avions, grâce au projet pilote, à mettre en place un environnement numérique d'apprentissage. La plateforme qui a été choisie comme environnement, c'est la plateforme Moodle. Alors, on a travaillé à faire en sorte de produire des outils technologiques qui vont faciliter, comme je le mentionnais, rendre l'expérience plus intéressante pour tant le concepteur, l'enseignant que l'apprenant qui utilise la plateforme de cours, l'environnement numérique. Un deuxième mandat du Récifad, c'est d'accompagner les récits disciplinaires, puisque dans le projet pilote en formation à distance, il y a eu le choix de produire des contenus de cours et pas n'importe quel contenu de cours. Le choix s'est arrêté sur les cours de sanction, 4e et 5e secondaire au Québec. Donc, notre rôle est d'accompagner les récits disciplinaires à produire donc le contenant de leurs cours, le design pédago-numérique de leurs cours. Eux, ce sont évidemment les experts du contenu, mais on est là pour les accompagner dans la production, l'élaboration de leur contenu de cours. Nous avons également comme rôle de former les acteurs quant aux pratiques efficaces en formation à distance, que ce soit du côté administratif, que ce soit du côté technique, que ce soit du côté pédagogique. Donc, conseillers pédagogiques, animateurs récits locaux, enseignants, etc., gestionnaires. Donc, c'est dans nos mandats là, de faire en sorte que la formation à distance, l'apprentissage et l'enseignement à distance soient bien mis en place avec des pratiques qui sont efficaces et probantes. Un autre ici, élément important de nos mandats, c'est la collaboration avec des équipes de chercheurs. Donc, entre autres, nous collaborons avec des équipes de l'Université de Montréal, de l'UQAM. On a également des projets pour le primaire, pour le secondaire, etc., avec différents chercheurs. Alors, ça fait partie des mandats sur lesquels c'est toujours intéressant de collaborer parce qu'ils nous apportent l'aspect plus théorique de la chose et voir qu'est-ce qui se fait dans les autres provinces pour voir de quelle façon on peut adapter ça avec notre situation ici au Québec. Et on a à diffuser évidemment de l'information sur les pratiques efficaces en formation à distance. Alors, c'est le rôle de tous les récits, n'est-ce pas, Jennifer, comme tu nous présentais tout à l'heure. Alors, on a ici le site du récit. On a également le site du Récifad. Mes collègues pourront écrire les liens. Ils sont également là sur le dessus de la présentation. Alors, on a différents outils pour diffuser de l'information quant aux pratiques exemplaires efficaces en formation à distance. Des questions jusque-là ou on va attendre à la fin? C'est libre à vous. Vous pouvez les ajouter dans le clavardage. Mes collègues pourront prendre le relais et y répondre si nécessaire. Je vous parlais tout à l'heure des cours de sanction qui avaient été mis en place dans des contenus de cours, des récits disciplinaires. Alors, le choix s'était arrêté sur anglais 5e secondaire, arts plastiques de 4e secondaire, français de 5e, histoire de 4e secondaire, mathématiques, séquences naturelles de 4e secondaire et sciences techno 4e secondaire. Il y a évidemment le cours d'éthique et culture religieuse qui présentement est sur la glace puisque le programme est en refonte, est en réécriture pour un tout autre programme qui sera vraiment, vraiment très actuel avec ce que l'on vit dans notre quotidien. Ces contenus courts-là, j'ai mis le lien ici et sont disponibles sur enarrecifad.com. Ce qui est intéressant à savoir, mon collègue Étienne va vous en parler tout à l'heure. Ces contenus-là, ils sont distribués gratuitement sur la plateforme enarrecifad.com. Alors, Étienne va vous en parler tout à l'heure, à moins que tu souhaites le faire tout de suite, Étienne. Je vois le temps filer.
Je vais le faire tout à l'heure en même temps pour ne pas Parfait. couper les tours de parole. Très bien. Parmi les autres outils que nous avons développés, bien, on était là à accompagner les récits disciplinaires à la production d'un module de cours en ligne. Alors, on a conçu, inspiré de beaucoup de travaux, évidemment, du REFAD et de partout au Canada, un guide de conception d'une formation à distance. Je vous ai mis le lien également. Alors, nous avons développé, et là, ton tour vient plus vite que tu le croyais, Étienne, n'est-ce pas? Des outils pour agrémenter, faire en sorte que l'expérience utilisateur Moodle soit des plus enrichies et intéressantes. Donc, je te laisse prendre place, Étienne. Dis-moi quand tu veux que je clique et je poursuivrai. Je commencerai par une question aux utilisateurs de Moodle. Combien il y a de personnes parmi vous autres en utilisant les outils de réaction, en mettant un pouce en haut, qui sont des utilisateurs de Moodle? Ah. Donc, les outils de navigation sont au haut de votre écran ou en bas selon le dispositif que vous avez. Voilà. Donc, on a quelques utilisateurs de Moodle. Parmi ceux-là, combien est-ce qu'il y en a parmi vous qui trouvent Moodle beau? Oh. Donc, plutôt rare. Nous autres aussi, ce qu'on nous a dit, c'est que Moodle, à la base, quand on prend la version qui est téléchargeable sur le site Moodle, c'est très linéaire, très drabe, très blanc et gris. Et ce n'est pas très inspirant pour un jeune du secondaire pour aller suivre ses cours. Donc, on a développé un paquet d'outils, des 14 plugins qui sont des thèmes, des formats de cours, et qui vont vous permettre d'enrichir l'allure de Moodle, si vous voulez. Si tu veux arrêter le partage, je vais peut-être montrer tout de suite de quoi ça a l'air. Bien sûr, à toi. Donc, vous voyez mon écran? Je te confirme, oui. OK, ça ne sera pas long. Voyez-vous les fenêtres Zoom, vous autres? Le clavardage et tout ça? Oui, je vois le clavardage. Oui, je te confirme que je vois le clavardage. OK, oui. bon, j'ai tout tassé ça. Donc, ce que je vais commencer, avant de vous montrer la beauté du Moodle qu'on a développé, vous présenter ENA.Récifad. C'est un site où on retrouve les différentes ressources créées par le récit. Vous avez les modules récits, les cours qu'on parlait tout à l'heure qui sont téléchargeables. Je vous en montrais des échantillons tout à l'heure. Vous allez sur ce site-là, vous cliquez dessus, vous pouvez les télécharger, les installer chez vous et les utiliser, les modifier à votre guise. Chose importante, tout ce qu'on pouvait mettre sous licence Creative Commons est sous licence Creative Commons à l'intérieur, mais parfois, je pense au cours de français ou d'anglais, il y avait des œuvres qui devaient être utilisées pour les besoins pédagogiques. Donc, ces œuvres-là ne sont pas sous licence Creative Commons, sont sous réserve de droits d'auteur. Donc, il faudra vérifier que vous avez vraiment les droits pour les utiliser. Mais tout le reste qui a été créé par le récit est sous licence Creative Commons. Tant qu'à être dans ce site-là, je reviendrai tout à l'heure sur la beauté du Moodle. Donc, on a des capsules formatives qui expliquent comment fonctionne Moodle. On a aussi ce qu'on appelle Moi, je partage. C'est un mouvement qu'on est en train de mettre en place au Québec. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plein d'enseignants qui, dans leur classe, dans leur école, créent des contenus d'apprentissage sur Moodle ou sur d'autres plateformes, puis gardent ça pour eux. Donc, ça sert 20, 30 élèves. Alors que si on les partageait, ça pourrait servir 100, 1000, 10 000 élèves, peut-être plus. Donc, on est en train de mettre ce mouvement-là en place et on a quand même quelques enseignants, ça a grandi à vue d'œil, qui viennent partager leur contenu, qui prennent les contenus des autres et qui déposent les leurs. Donc, c'est très intéressant. On a aussi les interventions juste à temps. Donc, tous les jours de la semaine, les gens du récit de la formation à distance sont disponibles, soit en avant-midi ou en après-midi, selon un horaire là, que vous verrez si vous allez sur le site. Donc, on répond aux questions là, soit sur la formation en ligne en général ou sur le Moodle. Donc, c'était la partie plus sur notre ENA. Si je vais voir un Moodle. Donc, ça ici, c'est un Moodle plus traditionnel où vous avez une longue liste d'épiceries avec quelques images. Donc, si vous téléchargez Moodle, ça ressemble à ça. Si on regarde ce que le cours du récit donne, c'est quelque chose qui ressemble à ça ici.
Donc, un cours d'histoire dans lequel vous avez des couleurs, les sujets regroupés, beaucoup plus compact, beaucoup plus facile à naviguer. Et quand on clique sur, prenons, je vais prendre le premier ici, l'économie, ben vous avez, si vous reconnaissez, c'est un livre dans Moodle. Donc, je vais revenir à l'économie. Je vais quitter le mode édition. Donc, vous avez un livre dans Moodle qui a l'air d'un site récent, qui n'a pas l'air d'un Moodle traditionnel. Vous avez des vidéos à l'intérieur. Vous remarquez ici, on a ce qu'on appelle le cahier des traces. C'est un endroit qui peut être configuré par l'enseignant où l'élève peut aller prendre ses notes, puis ses notes vont être consignées. Donc, on peut s'en servir pour prendre des notes, pour faire des exercices à l'élève. Donc, c'est des outils qu'on a développés pour rendre le Moodle plus agréable. Donc, je vous fais ça vite. Si vous voulez en voir plus, je reviendrai peut-être à la fin. De façon à rendre le Moodle plus facilement travaillable pour ceux qui conçoivent des cours, on a mis les différentes commandes beaucoup plus évidentes. Donc, le mode édition est en haut complètement. Si je clique dessus, ben, sur le petit crayon, je tombe en mode édition. Je n'ai pas besoin d'aller dans un menu pour le trouver. Et on a développé une fonction clavier qui permet encore avec la touche CTRL-ALT-E de passer de mode édition et de quitter et d'aller au mode édition là, de façon très rapide. Donc, on a une série de fonctions de ce type-là. Autre chose qu'on a développé qui est, à mon sens, très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'apprentimètre. Vous connaissez la force des rapports de Moodle. On peut avoir des rapports à peu près sur tout dans Moodle, mais ils sont repartis un peu partout dans Moodle et il faut connaître Moodle pour les trouver. Donc, on a fait un endroit où tout est regroupé. Donc, l'enseignant va cliquer sur le petit icône qui est ici, Apprentimètre. Il va choisir son cours, son groupe, et il va avoir un résumé. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire qui est urgent présentement? Donc, il faudra que j'ajoute une rétroaction à un élève sur la population. Il faut que je corrige ou j'ajoute une rétroaction. Donc, j'ai mes informations et j'ai des informations rapides sur mon groupe. Donc, ici, sur la progression, ici, c'est un groupe bidon, donc j'ai 100% des élèves qui ont progressé. Et sur le rapport de notes, donc comment est-ce que les élèves performent. Ce rapport-là se décline en 3 couleurs, le rouge pour les élèves qui sont en échec, le jaune pour les élèves qui sont à risque et le vert pour les élèves qui sont en réussite. Donc, c'est un outil qui, à notre sens, est très, très, très intéressant, qui va faciliter de beaucoup le suivi des élèves par l'enseignant qui n'aura plus besoin de courir partout. Nous avions une question, Étienne, Oui. sur le cahier de traces dans le clavardage. Oui, c'est quoi la question? Oui, j'ai répondu. Est-ce que le contenu du cahier de traces demeure à l'ouverture d'une session à l'autre? Donc, peut-être tu pourras parler quelques instants du cahier de traces. Oui, ben, d'une session dans Moodle ou d'une session de cours là, de juin Moi, j'ai répondu dans le sens d'une séance à l'autre. Donc, l'élève se branche le jeudi, puis retourne une semaine plus tard, le jeudi suivant. Oui. Je ne sais pas si c'était le sens de la question de Mme Alain. Oui, le cahier des traces conserve les traces. On a une invite, de façon technique, on a un filtre de texte qui va mettre la zone d'édition dans le cahier des traces. Excusez-moi. OK, c'est en bas, parfait. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est ici. Donc, la zone d'édition est ajoutée grâce à un filtre de texte. Et si je vais dans le cours d'histoire et je descends dans la dernière activité, ici, j'ai le cahier des traces vraiment, où je vais venir choisir mon groupe, le groupe expérimentation 1. Je vais choisir mon élève. Et ici, je vais voir les notes qu'il a pris. Donc, la note de l'élève, la rétroaction d'enseignant. Ici, c'est des tests, c'est pas très complet comme rétroaction, mais on peut voir là, les différentes notes que l'élève a prises. Je peux venir cliquer sur le bouton Imprimer. Je vais encore choisir mon élève. Et je vais imprimer la note. Et je vais avoir toutes les zones
d'endroits où il pouvait prendre des notes avec la question qui lui était posée. Donc, ça lui fait un outil quand même assez complet pour étudier. Dans la même séquence ici, je peux voir là, les élèves, ici c'est un cours de test, comme vous voyez, là, il n'y a pas eu beaucoup de progrès qui s'est fait dans ça, mais je peux voir la progression des élèves à l'intérieur d'une section de cours, ce qui est quand même intéressant là, par rapport au cahier des notes. Donc, est-ce que ça répondait à votre question? Je reviens à un de nos outils qui est mon préféré, je crois. C'est notre éditeur de contenu. Vous voulez faire un site qui a un look moderne, bien vous utilisez l'éditeur de contenu. On a des éléments drag and drop qu'on va venir mettre dans la page. Si je veux construire quelque chose à la suite de cette page-là, je vais mettre un conteneur, un que je mets à la suite, dans lequel je vais venir mettre mettons 2 colonnes à l'intérieur. Excusez-moi, je l'ai échappé. Dans lequel je vais venir mettre une astuce et mettons une boîte de couleurs. Donc, vous voyez, mon contenu s'est construit. Mon contenant s'est construit. Ça va avoir un look très moderne et j'ai juste à venir mettre le texte à l'intérieur ou les médias que je veux mettre à l'intérieur. Donc, ça, c'est un de nos outils qui est vraiment les plus populaires, qui permet d'éditer facilement une page web dans Moodle, que ce soit une page qui se trouve dans un livre, dans un test ou un peu partout dans Moodle. Donc, c'était nos outils. On peut revenir à la présentation, Nathalie. Je vais cesser le partage. Très bien. Juste pour voir que je n'ai rien oublié. Je reviens. Voilà. Donc, dans nos outils, je vous ai parlé de l'outil de prise de notes de notre éditeur. Je vous ai parlé aussi de l'apprentimètre, qui est notre outil d'intelligence artificielle, dans lequel on est en train qu'on va faire grossir et bonifier de façon à ce qu'il puisse détecter rapidement les élèves en voie de décrochage ou en voie d'échec, pour que l'enseignant puisse intervenir avant qu'il soit trop tard. On a aussi, par rapport à nos développements, on répond à des besoins disciplinaires des enseignants. Présentement, les mathématiques nous posent un problème pour les démarches que les élèves doivent déposer. Les enseignants veulent corriger les démarches et ont de la difficulté dans Moodle à les déposer de façon simple et aisée. Donc, on est en train de développer un type de question et un outil qui va aller dans la barre à taux là, pour que les élèves puissent soit avoir un éditeur très simple à utiliser qui est gratuit ou qui puissent tout simplement prendre une photo de leur démarche et la glisser facilement dans une question ou dans un devoir. Donc, ça fait pas mal le tour de nos développements pour l'instant. Merci, Étienne. Alors, j'enchaîne avec ici un résumé de ça. L'année passée, le 20 mai dernier, nous avions présenté nos balbutiements, nos premiers outils conçus pour Moodle. Donc, je vous ai mis le lien si jamais vous voulez assister à cette rencontre-là. Elle avait été également enregistrée. Vous avez les informations sur notre site web que nous avions présenté avec M. Grégoire venait de se joindre justement là, à l'équipe REFAD. Et là, je vous le mentionnais tout à l'heure, la pandémie est arrivée. Le projet pilote tel que nous l'avions imaginé se vit maintenant à la grandeur du Québec. On s'adapte. On est là pour justement vous présenter d'autres outils qu'on est en train de développer pour répondre à ces besoins-là. Entre autres, nous avons produit des infographies tant en français qu'en anglais. À titre d'exemple, apprenant à la maison, quelles sont les pratiques efficaces? Apprenant à la maison pour faire une visioconférence réussie, voici quelques trucs. L'enseignant à la maison pour une visioconférence réussie. Elles sont également disponibles en noir et blanc et elles sont également disponibles pour la formation générale adulte. Donc, on a enlevé les références aux parents, etc. Nous avons fait une adaptation pour les apprenants
adultes. Vous trouvez ça sur notre site Web également. Je vais passer rapidement, le temps file. Pour pouvoir vous parler de notre gros mandat des dernières semaines et des prochains mois, on est à concevoir une auto-formation sous forme de fiches pédagogiques avec une douzaine de thèmes qui sont très parlants, hein. Vous vivez sans doute les mêmes réalités dans les autres provinces. Alors, quand est-ce qu'on fait de l'enseignement synchrone ou asynchrone? Quels outils d'équité ou d'autonomie pourrais-je utiliser lorsque j'ai des élèves qui sont à la fois à la maison et d'autres qui sont en classe? Comment développer une relation apprenant-enseignant? Quelles sont les stratégies efficaces? Comment construire des activités qui sont autoportantes? Ce ne sont que quelques exemples de thématiques que nous sommes en train de développer sous forme de fiches. Ces fiches-là, chacune prend 45 à 60 minutes à se réaliser. Donc, c'est un survol. Ce n'est pas une auto-formation qui va durer 10 heures par thématique. Ça n'aurait pas d'allure. Donc, un enseignant qui veut se faire une tête, un conseiller pédagogique également qui veut se faire une tête de dire, bon, ben voici quels sont les éléments importants à considérer, quelles sont les pratiques à mettre en place pour obtenir un succès en formation à distance. Donc, et comment passer facilement de la distance à la classe. Donc, on a des enfants qui sont à la maison pendant le confinement ou l'isolation de deux semaines, ils doivent revenir en classe. Comment on peut faire pour les accompagner et faire en sorte qu'ils ne perdent rien entre les deux? On a des classes qui sont totalement fermées pendant une certaine période de temps. Donc, comment assurer ce continuum-là, classe-distance, classe-distance? Ce Je sont t'interromps, Nathalie, 2 ces secondes. fiches-là. Oui, vas-y, avec plaisir. Parce qu'on est en train on va avoir une 13e fiche ou une 14e, Oui. dépendant si vous êtes superstitieux, parce qu'on s'est rendu compte que les parents avaient une incidence très importante dans l'alternance classe-distance. Quand les élèves sont à distance, la caméra, c'est une porte ouverte sur la classe réelle. Donc, le parent voit ce qui se passe en classe, voit les interventions de l'enseignant et ça vient interférer beaucoup sur sa façon d'être, sa façon d'agir avec les élèves. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dealer avec ça? Comment est-ce qu'on fait pour gérer les parents à distance, pour gérer toute cette nouveauté-là qui n'existait pas avant? Donc, ça va être notre fiche 13 ou 14 qu'on va produire par rapport à ça. Exact. Et tout ça teinté de comment faire en sorte de favoriser l'engagement des apprenants, hein. Donc, tout ça, là, c'est très présent. Je vous ai mis les liens là, pour en apprendre davantage. Vous avez le synopsis qui présente juste les grandes thématiques et les objectifs. C'est en construction. Donc, si vous allez voir ces fiches-là, peut-être que les titres vont changer dans 2-3 jours parce qu'on y travaille actuellement. Et vous avez ici un résumé d'une rencontre de présentation de ces fiches-là. Je vous ai mis le lien. D'autres exemples, justement, de ce que nous faisons au RICIFAD, évidemment, bon, on est là pour accompagner à organiser l'apprentissage et l'enseignement à distance. On offre des formations, évaluation, rétroaction, synchrone, asynchrone, je vous en ai parlé, utilisation de Moodle, participation à des ateliers, à des colloques, animation de communautés de pratique. Ce ne sont que quelques exemples de ce que nous faisons. Et tout à l'heure, Étienne vous a parlé des interventions juste à temps. À tous les jours, notre équipe au RICIFAD est présente pour accompagner le milieu scolaire, donc avec cet horaire-là. Si jamais vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Vous vous rendez dans la salle Werber RICIFAD. Et il y a également d'autres récits nationaux et même des récits locaux qui vont offrir des plages d'accompagnement. Parfois, c'est par visioconférence, parfois c'est téléphonique, etc. Là, j'en ai entendu parler là, de quelques collègues. Alors, les offres d'accompagnement sont très appréciées chez nous. Je ne sais pas si c'est des pratiques qui sont communes dans les autres organisations. Vous pourrez peut-être commenter dans le clavardage. Et si jamais vous avez envie de communiquer avec nous, je vous invite à nous écrire à info@commercialrecifad.ca. Est-ce qu'Étienne ou Jennifer, vous aimeriez ajouter quelque chose sur les IDJAT? Tout le monde sont les bienvenus, donc on répond à toutes les questions. Puis si on ne donne pas des réponses, ben, on va référer aux gens qui ont le savoir qu'on n'a pas. Très bien, merci. On aurait fait le tour. Et là, on est à 48. On a passé de 3 minutes. Non, c'est spectaculaire. Félicitations et merci. C'est pas facile de passer son contenu dans le temps. Je vous voyais suivre
l'horloge et continuer de parler et interagir. L'autre chose qui m'a impressionné, c'est que certains d'entre vous, Mme Poirier, qui affiche des URL en même temps qu'elle présente, vous-même, Mme Anger, qui admettez les gens dans la salle en même temps que vous présentez. Alors, on voit que c'est des gens qui sont très habitués derrière l'écran. Je vous invite, les participants, à préparer vos questions et levez la main si vous avez des questions. Peut-être j'aimerais lancer le bal avec une question à moi qui qui découle d'un de mes champs d'intérêt préalables, c'est-à-dire les ressources éducatives libres. La plateforme Moodle j'ai d'ailleurs déjà commenté, puis je me répète là-dessus au printemps dernier, mais Moodle étant une plateforme libre et ouverte, alors toutes les adaptations et les développements qui sont faits par l'équipe du Récit sont recontribués à ce logiciel libre-là, et n'importe qui ailleurs peut installer Moodle avec la version du Récit que je vois qui est très, très belle, qui est très dynamique, qui inclut des nouvelles fonctions. Donc, c'est ça l'idée du travail en commun. De la perspective du REFAD, qui est pan-canadien francophone et qui attire des gens d'international, une chose qui est vraiment intéressante, c'est de savoir ces ressources qui sont développées au Québec, sont-elles disponibles? Je crois que la réponse, en gros, est oui, qu'elles sont associées d'une licence Creative Commons qui permet aux gens de l'utiliser. Mais j'aimerais peut-être vous entendre, les gens de l'équipe du Récit, parler un tout petit peu au sujet justement là, de l'accès, de l'ouverture des ressources et finalement de votre contribution là, au patrimoine mondial. Présentement, nos ressources sont en licence, sont libres, sont plus que Creative Commons, sont complètement libres. Donc, ils peuvent être utilisés et modifiés par qui veut s'en servir. Et ils ne sont pas distribués sur la communauté Moodle encore. C'est ce qu'on va le faire incessamment. Parce que pour distribuer sur la communauté Moodle, il y a des règles précises là, de formatage du code qu'il faut qu'on retravaille pour rentrer dans les normes. On a développé beaucoup en français. Il faut avoir la langue de base de Moodle, c'est l'anglais. Donc, il faut faire la traduction avant de le déposer sur Moodle. Donc, c'est ce qui nous retarde un petit peu, mais ça va être déposé de façon, je ne dirais pas imminente, mais dans les prochaines semaines ou mois, là, on va déposer ça sur la communauté Moodle. Nos ressources sont téléchargeables. Si vous allez sur ena.recifa, vous allez trouver le long chemin pour y aller. Vous remplissez une fiche pour qu'on sache qui a téléchargé nos produits, puis après ça, vous les prenez, vous faites ce que vous voulez avec. Tout à fait. Je confirme que en Belgique, Université du Monde utilise certains de nos plugins, effectivement. L'Université de Montréal nous a approchés également récemment pour utiliser le cahier de traces dans ses mocks. Bravo. Je crois que le récit FAD se trouve au cœur du maelstrom de la pandémie avec beaucoup de travail, mais votre contribution est spectaculaire. C'est pas exagéré de dire qu'on parle de patrimoine mondial ici. C'est essayer de réinventer la roue puis développer de la connaissance. De là, l'intérêt de passer au modèle d'apprentissage par compétences. Mais là, je m'égare et j'aimerais voir, est-ce que les gens ont d'autres questions? Il est 12h51 à l'heure du Québec. On a encore quelques minutes, certainement. Gênez-vous pas. Je vais regarder dans le clavardage. Oui, on a une question de Mme Béguet. Pourrait-on facilement créer un cours Moodle qui serait ensuite accessible hors ligne? Ah, ça, oui, je sais d'où ça vient. Vas-y, Étienne, je te laisse répondre. Avec ce qu'on a développé présentement, on peut pas, c'est compliqué de développer un cours qui va être accessible hors ligne. Mais c'est dans nos plans de développement parce que le ministère nous a demandé de pouvoir développer une solution pour ça, là, pour les communautés qui sont éloignées, qui n'ont pas nécessairement l'Internet tout le temps. Mais c'est dans nos choses, c'est dans notre to-do list, c'est pas dans ce qu'on a fait jusqu'à présent. Gênez-vous pas, Mme Béguet, pour prendre la parole puis présenter votre problématique là, qui est vraiment un peu contradictoire par rapport à notre époque. Mais autrement, les autres. Je m'assure, je n'ai pas contradictoire. Bonjour.
Elle n'est pas contradictoire, parce qu'en réalité, le gouvernement leur a demandé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connexion Internet. Donc, c'est un vrai problème, et c'en est un en plus si on pense de pouvoir exporter des cours, mais ça, on n'est même pas là-dedans. Moi, je travaille pour la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison, et évidemment, il n'y a pas Internet dans les prisons. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de numérique dans les prisons et l'enjeu, c'est de dire, on est sur un projet où on est en train de réfléchir à des manières de dire, bon, on ne va pas attendre qu'il y ait Internet dans les prisons, les établissements carcéraux, parce que ça peut prendre très longtemps. Donc, l'étape intermédiaire, c'est de créer des cours asynchrones avec les plateformes technologiques, mais qui seraient ensuite disponibles hors connexion. Sauf que ce faisant, c'est sûr que c'est une réalité des milieux carcéraux, mais ça rejoint toutes les populations qui n'ont pas un accès facile. Donc, en fait, ça dépasse l'enjeu du milieu carcéral pour aller vers, finalement, tous les apprenants qui n'ont pas un accès facile à Internet, ce serait une manière de les rejoindre. Donc, ça permet du coup, on aurait beaucoup plus d'apprenants concernés. Et je suis heureuse de savoir que c'est déjà une demande du ministère de l'Éducation. Oui, parce que nous, ce qu'on a réfléchi présentement, c'est d'avoir des intranets, soit dans des villages éloignés ou ça pourrait être en prison. Donc, on pourrait monter comme un serveur qui ne communique pas avec l'extérieur, où tout le cours serait hébergé là. Puis ça fonctionnerait. Vous en êtes là, on n'est pas loin là. Oui, on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas eu le temps de laisser expérimenter, de le mettre en place, mais on a une solution qui serait viable là, relativement facilement. Vous savez que ça se fait dans certains pays déjà depuis. Ça se fait en Australie, il y a un projet à labo en Europe. Donc, si vous voulez, je peux vous donner aussi, peut-être qu'ils ont décrit ou si ça peut. Oui, ça serait intéressant. Je vous enverrai les liens. Merci. Voilà, mon choix de mots contradictoire n'était pas le bon, certainement. Merci beaucoup. C'était simplement le paradoxe que je cherchais à souligner. Donc, les gens de la salle, je vois qu'on n'a pas de questions. Ah, voilà, il y a une autre question dans le clavardage. Alors, on nous demande à supposer que les utilisateurs du générateur de cours, tel que vous l'avez monté, soient moins habiles technologiquement, mais totalement experts de contenu, est-ce qu'ils pourraient bousiller la programmation du site? C'est une question de Mme Beaupré. On n'est pas à l'abri de ça présentement. Mais c'est certain que qu'il faut voir qu'ils ne soient pas très habiles pour bousiller le site. Parce que notre outil d'édition est de plus en plus robuste. Donc, on a beaucoup de gens qui l'ont utilisé qui n'étaient pas très habiles. Donc, on a vu comment ils s'en servaient, puis on a contourné les problèmes pour le rendre de plus en plus résistant aux gens moins compétents là, dans ce domaine-là. Mais c'est encore possible de bousiller une page là, si on défait, puis on refait, puis on défait, puis on refait. Il y a du code qui reste qu'on n'est pas capable d'effacer de façon parce qu'il n'est pas toujours le même. Donc, on n'a pas trouvé exactement comment le supprimer là, quand on joue dans l'éditeur de façon incohérente, disons. Merci, Étienne. Et puis, on a une enseignante qui s'est jointe à nous après son cours. Alors, elle a manqué le début de la présentation, mais elle tenait absolument à y être et elle nous demande, elle remarque qu'il y a beaucoup de contenu pour le secondaire. Est-ce qu'il y en a pour l'élémentaire aussi? Présentement, on n'a pas de contenu autoportant pour l'élémentaire. Dans 10 ans peut-être, parce qu'on part de la 5e secondaire puis on descend graduellement pour créer les cours. Donc, sur les différents sites des récits nationaux, il y a des activités qui peuvent être prises de façon autonome, qui peuvent servir à l'élémentaire, mais il n'y a pas de contenu intégré là, qui peuvent couvrir un programme complet, genre la 5e ou la 6e année. Alors, j'ajouterais merci. que peut-être qu'avec le mouvement Moi, je partage, Étienne en a parlé rapidement, où ce sont des enseignants des CP qui peuvent nous partager des éléments de contenu, des différentes activités qui répondent à des critères là, vraiment, vraiment précis. Peut-être qu'éventuellement, cette banque-là va se garnir. Alors, je sens que votre initiative, le récit est essentiel dans le contexte actuel et puis que vous faites un travail vraiment remarquable. Je trouve l'ergonomie puis la convivialité absolument, que ça se démarque, vos contenus.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera de votre 13e fiche, si c'est la 13e ou la 14e, mais si c'est ça vos problèmes actuels, ben, tout va vraiment très, très bien. Alors, avant de passer la parole à nos présentateurs pour conclure, un dernier tour de table, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, de Mme Béguet. Et quel est votre statut exact par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur, puis un autre S que je ne sais pas c'est quoi, là. Ah, c'est le... Secondaire. Annick, Ça a Jennifer, changé. veux-tu répondre? Oui, oui, Mme Becquet, dans le fond, c'est le ministère de l'Éducation du Québec. Maintenant, on est deux ministères. L'enseignement supérieur est séparé du ministère de l'Éducation. Donc, c'est le MEC. Maintenant, on a un nouvel acronyme, le MEC. Dans le fond, le récit national de la formation à distance, comme les autres nationaux qu'on a présentés tantôt par clientèle et discipline, sont reliés avec le ministère de l'Éducation à la direction des ressources didactiques et pédago-numériques, direction à laquelle je fais partie, par une entente de service qui va être sur 1 an ou 2 ans, avec un mandat, avec un échéancier. C'est une entente qui est faite entre le ministère et la commission scolaire haute. Dans le cas des récits locaux dont on parlait tantôt, c'est plutôt un mandat qui est donné à chacun des centres de services scolaires ou commissions scolaires à l'équipe du récit local. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et il y a une équipe de coordination au ministère de l'Éducation qui coordonne cette équipe de nationaux-là, dont la FAD et tous les autres, maths, langue, développement de la personne, sexualité, etc. Donc, ils ont vraiment c'est intéressant parce qu'on a toujours un pied au ministère, donc la communication se fait bien avec nos dirigeants et on a toujours un regard très terrain partout au Québec en même temps. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, absolument. Merci beaucoup. Je me permets une analogie pour expliquer le rôle des récits nationaux. Je ne sais pas si vous connaissez le film Mission Impossible. Donc, il y a le MI6 qui gère les équipes de Mission Impossible. Et le récit, c'est un organisme que vous avez vu qui est renouvelé de 2 ans en 2 ans. Donc, il n'y a pas d'existence légale à qui le ministère confie des missions impossibles. Et le mandat du récit, on existe, ça fait 20 ans, hein, c'est notre 20e année cette année, on la fête fortement avec notre arrière-plan, mais le mandat n'a pas été revu depuis 20 ans. Donc, évidemment, depuis 20 ans, il s'en est passé des choses, hein, depuis le mois de mars encore plus. Donc, on devra se repencher sur le mandat du récit, puisqu'il a évolué énormément. Tout à fait. Je vous avais partagé mon écran quelques secondes tout à l'heure pour vous montrer plus en détail des exemples d'infographie, parce que j'avais dit si on avait le temps. Alors, exemple apprenant à la maison, pratiques efficaces, j'aménage mon espace, je choisis un endroit calme et éclairé où je pourrais me concentrer, j'éloigne les sources de distraction, je planifie mon travail avec quelques petits trucs ici et là. Je m'assure que mes appareils soient chargés, que j'ai mon casque, mon matériel, etc. Lorsque j'ai besoin d'aide, je me réfère aux ressources proposées, aux stratégies enseignées, etc. Ce ne sont que quelques exemples ici. Je peux vous présenter, je vais aller encore en ciel en français. L'apprenant à la maison, tout comme à l'école, je respecte le code de vie de mon école, que ce soit à la maison ou en classe, environnement numérique, environnement physique, les comportements, comment je me comporte durant la visioconférence, etc. Je vous en présente une petite dernière ici. 2 dernières, je m'excuse, 2 dernières. Enseignant cette fois-ci à la maison. Alors, à nouveau, on parle de son environnement et le besoin était très frappant et criant au printemps dernier puisque les enseignants au Québec n'avaient pratiquement jamais enseigné en visioconférence, etc. Donc, il a fallu répéter certaines choses qui peuvent sembler très évidentes maintenant, quelques mois plus tard. Favoriser l'engagement des apprenants, donc quelques trucs ici et là. Comment solliciter la participation. Et la petite dernière que je vous présente, je vais la chercher un petit peu plus bas. Alors, comment intervenir lors de
propos ou comportements sexualisés en visioconférence. Donc, il y a présentement un document qui est en production, un microsite qui est en production pour justement faire en sorte que les enseignants se sentent à l'aise et sachent comment ou avoir des pistes de comment intervenir quand il se passe quelque chose qui, oh là là, il y a trop de détails dans ce qui se passe à l'écran présentement. Donc, avant, comment organiser, gérer pendant la situation de crise et comment intervenir par après. Donc, une infographie qui a été construite, élaborée en collaboration avec le récit d'éducation à la sexualité. Vous faites du vraiment beau travail. Je me permets de revenir parce qu'on a une autre question Oui. de la part de M. Potvin, de Claude Potvin de l'Université TELUC, qui demande, est-ce que l'intelligence artificielle que vous utilisez a été développée à partir de codes connus et accessibles, ou bien est-ce un développement Internet? Je vais laisser Monsieur Étienne Potvin, répondre. gênez-vous pas pour développer votre question là, verbalement. Donc, l'intelligence artificielle qu'on est en train de développer, présentement, c'est plus des balbutiements. C'est en projet. Il faudrait que je parle à mon analyste là, qui est un spécialiste en intelligence artificielle qui pourrait vous donner plus de détails là-dessus. Merci, c'était une curiosité. Voilà. Est-ce que nous On échange avec peut-être Alexandre Chenette, là, que vous connaissez, qui fait partie aussi d'une équipe de travail, de réflexion sur l'apprentissage et l'intelligence artificielle. On collabore avec cette équipe-là aussi. Alors, je crois que ça conclut pour aujourd'hui. J'aimerais vous remercier sincèrement, l'équipe du Récit. C'est vraiment plaisant de voir le travail que vous faites, qui est remarquable. Je vous cède la parole pour conclure, si vous le souhaitez, avant que tout le monde retourne à ses occupations. Mais Jennifer, est-ce que ça te tente de terminer tout ça? Bien, c'est un Je te prends par privilège d'être surprise, là hein, j'aime ça aujourd'hui. comme ça. Nathalie, j'aime ça quand tu me mets en zone d'insécurité. Bien, c'est un Et tu prends privilège. la balle au bon toujours tellement facilement. Bien, moi, je pense que c'est un privilège, puis je me sens un peu extrêmement privilégiée de travailler avec la grande équipe du Récit, de coordonner tout ce monde-là passionné. Puis je l'ai dit dans le clavardage, on est des apprenants à vie à tous les jours. On a besoin de vous autres, on a besoin de ces rencontres-là pour continuer à développer, à se questionner. Et c'est un privilège. Puis je pense qu'on vit quelque chose d'exceptionnel présentement. On n'a jamais eu autant besoin, je pense, d'être ensemble, puis de se questionner, puis de partager des ressources, puis de partager des réflexions. C'est pour ça qu'on est réseautés. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter, de regarder les ressources. Merci Nathalie et Étienne d'être aussi engagés. Vous faites une grande différence. Merci de nous avoir accueillis cet après-midi. Je vous souhaite une belle suite à tout le monde. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous à travers cette période assez exceptionnelle-là, mais où tout est possible. On a l'impression que là, il s'est passé quelque chose de magique. C'est un cadeau, un peu empoisonné, mais c'est un cadeau pour l'intégration pédagogique du numérique. Fait qu'on le voit comme ça, nous autres, puis on regarde en avant tout un réseau. Merci beaucoup, tout le monde. Pense à la citation du début, hein? On est... imagine des choses et on... Voilà. Oui, pourquoi vraiment, pas? Vraiment. Et merci à tous et à toutes. Merci, M. Grégoire, pour l'invitation. C'est très agréable. C'est un plaisir. Au revoir tout le monde. N'oubliez pas les autres ateliers du REFAD. On en a 9 autres qui s'en viennent, des sujets presque aussi intéressants qu'aujourd'hui. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.